Salut Philippe. Salut Edouard, ça Tu va vas bien? Et toi? Ouais. Ancien joueur de rugby, Philippe Spanghero s'épanouit désormais dans sa deuxième vie en tant qu'entrepreneur engagé pour le rayonnement du rugby français. Il joue un rôle clé au sein de la Fédération française de rugby, mais son ambition va au-delà, créer un impact positif dans la société. Team One Solidaire est né ainsi, fédérer une communauté de personnes pour lutter contre le réchauffement climatique et toute forme de précarité et devenir un véritable catalyseur d'énergie positive. Et si on parlait écologie autrement, bienvenue dans le déclic. Donc, est-ce que toi, tu as eu à un moment un déclic? Le déclic sur la responsabilité de notre génération dans les enjeux, je l'ai eu il y a longtemps. Mais le vrai déclic, je l'ai eu il y a quelques semaines à peine, avec ma fille aînée. On se baladait en forêt et il y avait des bouteilles en plastique qui traînaient. Et elle ramasse les bouteilles, elle me dit « Papa, il faut trouver une poubelle. C'est dégoûtant les gens qui jettent ça par terre. Déjà que la planète va exploser dans 20 ans. » Et en fait, ça a été un vrai déclic pour moi parce que je me suis dit « Mais en fait, nos enfants, ils grandissent dans un monde dans lequel ils sont pour certains persuadés qu'ils ne vivront pas une vie entière. » Que ça peut s'arrêter. Que ça peut s'arrêter très vite à cause des enjeux écologiques et environnementaux. Je me demande comment on peut s'épanouir quand on est enfant ou adolescent en ayant cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Nous, on ne s'est jamais posé la question de savoir si on allait pouvoir continuer à avoir de l'eau, si on allait pouvoir faire construire une piscine. Ça a été mon vrai déclic et je me suis dit mais c'est quand même assez terrible pour nos enfants. J'aimerais bien faire un petit quiz avec toi, donc c'est quelques questions avec quelques réponses assez simples. Qu'est-ce que toi, tu rêvais de devenir quand tu étais enfant? Je rêvais de devenir rugbyman professionnel parce que je suis d'une famille qui s'est construite dans ce sport. C'est une famille atypique. Mon père a 5 frères, 2 sœurs. Ils ont tous joué au rugby à haut niveau. Puis au-delà de mon père et de maison, il y a mon frère aîné, Nicolas, qui a 10 ans de plus que moi et qui a eu aussi un très beau parcours sportif. Donc je ne me suis pas beaucoup posé de questions et tout petit, je rêvais de... C'était assez naturel pour toi. C'était assez naturel, ouais. Et aujourd'hui que tu as grandi, est-ce que clairement tu te dis j'aurais pu être vraiment, faire autre chose? Est-ce que je l'aurais pu le concevoir différemment ou tu es vraiment et tu fais vraiment ce que tu voulais et ce que tu souhaitais faire? Je crois que je suis là où je devais être. Je suis plutôt heureux de ça. Je trouve que c'est toujours difficile quand on ressasse le passé. Il y a eu quelques moments clés sportifs où il aurait pu se passer autre chose, mais j'aurais peut-être pas saisi les opportunités que j'ai saisies professionnelles qui m'amènent là aujourd'hui. Donc honnêtement, je suis assez épanoui par rapport à ça. Je me pose pas trop ce genre de questions. J'ai l'impression d'être là où je dois être. Et est-ce que tu te souviens de ton premier geste écolo? Mon premier geste écolo correspond aux premières disputes avec ma copine qui est devenue ma femme. Parce que j'avais une fixette sur le robinet qui coule pendant qu'on se brosse les dents. Ok. Ça, c'était mon Et donc truc. toi, tu passais derrière et tu le fermais. Je suis un peu maniaque et en fait, je la guettais pendant qu'elle se brossait les dents. Et quand elle oubliait de couper l'eau, je passais derrière elle et je coupais l'eau et ça avait le don de l'énerver beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as un péché? Dans notre quotidien, on sait qu'on peut toujours faire mieux. Voilà, donc je peux prendre un peu moins l'avion. Il y a certainement 1 ou 2 déplacements que je fais à Paris qui pourraient se faire en visio. Ou différemment. En tout cas, j'ai enclenché vraiment dans ma vie quotidienne dans ton esprit, cet enjeu-là et l'évolution du quotidien pour y prendre ma part. Pour jouer mon rôle. Est-ce que, Philippe, tu as un sentiment parfois d'inachevé? J'ai plein d'exemples de ratés, par contre, si tu veux. Mais de sentiments d'inachevé, de choses qui m'ont vraiment fait envie, qui m'ont vraiment donné envie et que je n'ai pas réalisé. Honnêtement, je ne crois pas. Tu n'en as pas. Non. Et si tu devais être le père de quelque chose? Ce qui a fait bouger les choses, moi ce qui me fascine, c'est les gens qui sont seuls contre tous. Je trouve que c'est très difficile. Et je le vois là, c'est exacerbé dans ce monde d'aujourd'hui où la pensée se restreint avec les réseaux sociaux notamment, ce qui est bien ou mal à dire. On est dans un monde qui ne connaît plus la mesure.
On est d'accord ou on n'est pas d'accord, le débat n'existe plus. Et je trouve que c'est le débat qui nous fait Il n'y grandir. a plus de nuances. Ouais. Dans les enjeux dont on parle là, justement, c'est le débat qui nous fera avancer. C'est la façon dont on peut tous s'améliorer. Réfléchir ensemble, voilà. construire. Je ne suis pas pour les brigades qui s'organisent pour aller crever les pneus des SUV. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier? Alors, il n'y a pas un accomplissement, ce qui me rend plutôt fier pour l'instant, parce que je suis assez jeune encore, j'espère faire encore plein de choses, c'est de jamais m'être renié. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé mes activités professionnelles jeune, il y a 15 ans. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de mettre un mouchoir sur mes convictions pour du business, de renier quelques idées. Je ne l'ai jamais fait et au final, dans mon parcours personnel, ça m'a donné raison. Est-ce que tu as une ambition personnelle pour ton avenir? C'est dur de le mesurer, mais l'ambition, c'est d'avoir de l'impact. Et ça, c'est vrai que j'y prends goût. Notamment avec le fonds de dotation qu'on a créé, Team One Solidaire. L'ambition que j'ai, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'impact, de fédérer autour de moi des gens qui partagent la vision, les valeurs. Petite boîte à surprise. Un ballon Ovale. ovale. Est-ce que ça te manque aujourd'hui de jouer, d'être sportif de haut niveau et professionnel? Alors non, et bizarrement, finalement, ça m'a jamais manqué. Et en fait, ça m'a même amené la question de me dire, mais est-ce que j'étais vraiment passionné? Très vite, j'ai fait de la radio. Et je me suis retrouvé complètement par hasard sur Europe 1. Et je commentais tous les gros matchs du samedi. Et j'étais dans les stades. Donc au contact des joueurs. Au contact des joueurs, et quelque part, en fait, tu as quitté le terrain, Ouais. mais en restant dans les tribunes. Et donc, j'ai jamais coupé avec le rugby. Et finalement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans ce sport, c'était la vie du rugby, au moins autant que le terrain, en fait. J'ai un second petit clin d'œil à l'intérieur de cette boîte. Une image. Ouais. C'est celle-ci. Celle-là, elle est douloureuse d'image parce que ça, c'était une photo pour le Figaro au moment du scandale de la viande de cheval. Je me suis retrouvé un peu parachuté porte-parole de la famille. Ça a été très très violent. Je crois que tu as fait un tweet d'ailleurs sur ça, où tu avais entre guillemets un petit peu. Ouais, j'avais interpellé. Tu les as aidés quelque part? Ouais, mais c'était très frustrant parce qu'en fait, c'est une famille qui s'est vraiment construite sur la réputation. Et là, en fait, c'était une vie de travail remise en question en 24 heures sur un malentendu, en fait, parce que c'était pas notre entreprise. Comment, en fait, toute la réputation de ta famille, et qui est une grande famille, elle s'est retrouvée sur tes épaules? Moi, j'étais le seul qui était dans la com et un peu dans les médias, puisque je travaillais à la radio, qui avait des relais. Donc, dans l'affolement, mes oncles, mon père m'ont dit, écoute, essaie de faire passer le message aux journalistes qu'on a vendu le nom et que c'est plus notre entreprise, parce que c'était très violent. On ouvrait tous les JT, les gens faisaient l'amalgame, on se faisait vraiment... Et à cette période, vous étiez très soudés. Tu dirais que c'est ce qui vous a permis de tenir? C'est ce qui vous a sauvé? Alors, on était soudés, mais au-delà de ça, dans ces circonstances-là, tu es obligé d'être lié, on s'appelle tous pareil. Donc c'était naturel en réalité. Et donc en fait le tweet c'est venu assez simplement, c'est-à-dire qu'au début les médias traditionnels reprenaient pas l'info. Ils me disaient mais c'est pas le sujet, que ce soit à votre famille ou plus à votre famille, nous on parle que de nom d'entreprise et il y en a une qui s'appelle Spanghero. Donc voilà. Alors justement, on a retrouvé ce fameux tweet parce qu'on sait à quel point ça compte pour toi. Ouais. Et donc ça a été très clairement qualifié d'avoir sauvé la réputation de ta famille. C'est quelque chose qui, à mon sens, était important aujourd'hui de partager avec toi. Et quand tout ça est arrivé, en fait, moi, ce qui m'amène en fait à te poser comme question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi tu l'as vécu et comment tu as abordé en fait au jour le jour les événements, la situation? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens très bien, parce que d'abord il y a quelque chose qui m'a marqué et qui n'est pas très naturel, c'est de voir tes parents, tes oncles fragiles. Si tu veux, pour moi, c'était des rocs. Et là, de les voir un peu toucher, perdre pied, quoi. Enfin,
affecté à ce point, ça m'a perturbé. Et donc, je me suis dit, bon, ben là, il faut faire quelque chose. Il y a la frustration en plus qui se rajoute à ça, de l'hypocrisie quelque part des médias qui disent, mais le sujet, c'est pas votre famille, mais qui à la fois ouvre tous les journaux sur notre nom à nous, alors qu'il y a plusieurs entreprises concernées. Et surtout, les impacts en chaîne, parce qu'on a encore beaucoup d'activités qui ont le nom Spanghero. Donc là, en fait, on est dans la lessiveuse. Dans un espèce d'engrenage qui fait que tu es obligé d'être très courageux. Et honnêtement, c'est très dur de prendre de la hauteur. Parce qu'en fait... Un peu seul contre tous. Non, mais surtout, tu as l'impression que le monde entier parle que de ça. Ce qui n'est pas vrai dans les faits. Mais quand tu es sur les réseaux sociaux toute la journée et que tu reçois les alertes quand ton nom sort, tu as l'impression que le monde tourne autour de cette affaire-là. Tu as su rebondir et faire preuve d'une force qui est considérable, transformer ça avec une boîte de com, tu accompagnes le Stade Toulousain, tu es à la radio, tu écris un livre, mais quelque part ça t'a donné, je pense, un certain élan, une énergie. Ouais, et puis une forme de légitimité aussi. Tu vois, c'est pas facile quand tu grandis dans une famille comme ça, avec des personnalités très fortes. Il y a aussi tu as un héritage à porter, en fait. Il y a le sujet du sport aussi, où la barre a été placée tellement haut, quand tu ne te mets pas à ce niveau-là, ben, tu peux te dire que tu as échoué. C'est pas le cas en réalité, mais c'est ce que je me suis dit un moment, même si personne ne me l'a fait ressentir. Et après, tu te dis, quelque part, il faut que je me mette au niveau, quoi. Donc ça, c'est des réflexions personnelles. Mais moi, je me suis mis beaucoup de pression avec ça. Et ça, je crois que c'est peut-être le premier moment dans ma vie pro où, quand j'ai vu que j'aidais ma famille vraiment, que j'avais un certain impact, parce que tout ça, c'était de la stratégie. C'est-à-dire que j'ai dit, je vais utiliser les réseaux sociaux. Je suis allé voir, j'ai demandé à tous les gens que je connaissais déjà, qui avaient des grosses communautés, pas que dans le rugby, pour que ça aille en dehors, de jouer le jeu en relais de com. J'ai sollicité Nico Karabatic, Nelson Montfort, plein de gens pour étendre le... Qui t'ont ouvert aussi les bras et qui ont pu t'accompagner. Et donc après, comme c'est moi qui étais régulièrement sollicité par les médias et que quelque part j'ai porté la bonne parole, ça m'a apaisé un peu sur ma légitimité aussi. Il va y avoir aussi la Coupe du Monde qui arrive en septembre 2023. Et dans une émission d'écologie, on peut pas s'empêcher quelque part, Philippe, de rattacher les deux. Comment tu vois les choses sur ce sujet ? Non, il y a une vraie prise de conscience des enjeux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une économie qui repose sur les sponsors privés dans le sport. Et aujourd'hui, les grands partenaires du sport, ils ont la pression du consommateur. Ils ne soutiendront plus des acteurs du sport qui ne seront pas exemplaires par rapport à ça. Donc même si les partenaires eux-mêmes n'ont pas cette vision-là, ils y seront contraints par les financeurs. Donc cette question, pour moi, elle est réglée. La prise de conscience des enjeux, elle a eu lieu et elle est en train d'avoir lieu. Tu vois, je te prends un exemple dans le rugby, mais il y a l'URC, la United Rugby Championship, qui réunit les équipes britanniques et les équipes sud-africaines qui ont rejoint cette compétition l'année dernière. Le tollé médiatique a eu lieu à cause notamment de déplacements de joueurs en avion. De l'impact carbone. Ouais, absolument. Pour toi, aujourd'hui, il y a vraiment véritablement une prise des consciences des enjeux à tous les niveaux. Alors, il y a des enjeux que ne maîtrise pas l'organisation de 2023 sur les besoins énergétiques des stades. Ça, c'est l'étape d'après. Mais sur ce que France 2023 maîtrise, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont focalisés beaucoup sur ce qui se passe dans les stades les jours de match. Donc, inciter aux mobilités douces et surtout les circuits courts. C'est-à-dire que dans les appels d'offres que le GIP 2023 a donné à tous les stades qui accueillent des matchs, c'est pour tout ce qui est food and beverage, et ça concerne des gros volumes. Tout ce qui rentre dans les stades. Obligation de travailler sur des circuits courts, d'avoir des produits bio. Voilà, ça... ce n'est pas des effets d'annonce et c'est très concret sur les territoires. Ce que je pense et qui me fait un peu peur, c'est qu'on revient au problème de l'époque. C'est qu'on veut tout de suite. On s'est habitué à des modes de consommation
et on ne fera pas marche arrière radicalement du jour au lendemain. Absolument. Ça ne marche que quand il y a le coronavirus et qu'on est enfermé chez nous pendant un mois. Là, on a un impact sur la planète. Mais il faut qu'on soit exigeant, mais il faut aussi qu'on soit raisonnable. Est-ce que tu penses que les Bleus seront champions du monde? J'ai envie de le croire, parce que d'abord, il y a des raisons de le penser sportivement, des vraies raisons de le penser sportivement. Et je pense que c'est la première génération qui est née avec le professionnalisme et qui a toutes les qualités, en fait. Pour réussir. Ouais, d'abord, ils ont la qualité de connaître leur histoire. On sent une jeune génération passionnée de rugby. Pour la plupart, ils ont grandi dans des petits clubs avec des parents qui jouaient. Il y a ce vrai ADN rugby. Et surtout, ils n'ont pas de complexe. Ils ont été, pour beaucoup d'entre eux, champions du monde moins de 20 ans contre les All Blacks, les Sud-Africains. Ouais. À Pau, on se met au vert. Ça a été le premier club sportif en France au moins, au monde je ne sais pas, mais a annoncé avec son équipementier qu'ils allaient jouer avec des maillots réalisés à 100% en plastique recyclé. J'imagine une pelouse hybride. Pelouse hybride. De la gestion d'éclairage, d'eau. Un sujet sur le traitement des déchets les jours de match. Sur la sensibilisation du public au traitement des déchets, et puis surtout, via leur fonds de dotation, sur la sensibilisation du territoire et de la population sur les grands enjeux environnementaux. Un club de rugby aujourd'hui, comme la section paloise, c'est une entreprise à mission. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses, notamment en matière d'innovation, sur les ballons, les goodies? Non, on est loin d'être arrivé au bout. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Après, il y a des initiatives beaucoup moins impactantes économiquement, mais qui ont du sens aussi. Par exemple, le Stade Toulousain a installé des ruches sur le toit de tout son stade et fait son propre miel. Donc ça mobilise un circuit court. Donc tout ça, c'est des petites initiatives, mais qui, mises bout à bout, amènent un vrai changement de paradigme. Et il y a un sujet qui est intéressant, c'est Julien Pierre, l'ancienne deuxième ligne de l'équipe de France de rugby, qui a monté un label qui s'appelle Fair Play for Planet et qui labellise des clubs sportifs sur tout un tas de critères par rapport à leur impact environnemental. Toujours dans ma petite boîte, j'ai quelque chose pour toi. C'est ça. Ça, c'est pas quelque chose que tu as construit, quelque chose que tu as repris. Ouais. C'est 40 ans après sa création. C'est ça. Pourquoi ? C'est une marque de vêtements donc marseillaise des années 80 qui a eu son succès à cette époque-là dans le sud de la France. Et en fait, pourquoi ? Parce que je me souvenais de mon frère et de ses potes qui portaient ça. Ça avait été la folie pendant quelques années. Tous les jeunes voulaient mettre ça. C'est plus 100% frais en France parce qu'on n'arrive pas à le faire dans un modèle économique qui puisse être viable un jour. Donc c'est plus de la moitié en France et le reste en Espagne sur la Costa Brava. Comment on explique ce paradoxe quelque part, toi qui as aussi une marque de vêtements, d'avoir des jeunes qui n'ont jamais été autant sensibilisés, tu le disais pour tes enfants en préambule et des adolescents, et dans le même temps qui changent en fait très très régulièrement de style, de mode de vêtements. C'est le paradoxe de cette génération. C'est une génération ambiguë. Ils n'ont pas réglé tout leur questionnement. Tu vois, nous, Kepper, pourquoi on ne fait plus tout en France ? Parce qu'en fait, finalement, je pensais que le marché était mûr. On a essayé en com de très bien expliquer pourquoi nos t-shirts coûtent plus cher que d'autres. Mais malgré tout, cet acte d'achat de dire « ouais, ok, je sais pourquoi je paye plus cher », il n'est pas facile à faire. Et après, pour les beaucoup plus jeunes, pour moi, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gamins, ils n'ont pas les moyens de s'habiller avec les vraies marques que portent leurs stars. On a un blocage avec le Made in France. Parce qu'on est toujours... Un blocage de prix ? Blocage de prix, parce que les points de vente nous disent, voilà, ok, c'est Made in France, mais votre marque, elle n'est pas assez connue. Donc, nous, pour maintenir nos marges, par rapport au prix que vous nous proposez de sortie d'usine, il faut qu'on le vende fois 2,5, fois 3, et ça passe pas. Il y a une prise de conscience, mais de là à débloquer l'acte d'achat, de dire
ok, je vais payer un produit 25% plus cher qu'un autre, juste parce qu'il est fabriqué en France, ben, d'abord, il faut vraiment y croire beaucoup, et deuxièmement, il faut avoir les moyens. C'est quelque chose, c'est un moment très important qui nous a marqué en septembre dernier. Et aujourd'hui, quand Galtier dit on ne va pas prendre le train pour se déplacer à Kylian Mbappé pour aller jouer à Nantes, qu'est-ce que toi, ça te dit? Et est-ce que quelque part, tu comprends le tollé que ça a pu générer? Moi, j'essaie d'avoir les deux regards. Là, pour moi, c'est l'exemple même de l'erreur de communication, du manque d'appréhension du contexte. Je trouve ça assez hallucinant. C'est finalement le premier dérapage de com de Mbappé. Le mauvais côté de l'époque qui me dérange, c'est le tollé que ça suscite. Mais quand on sait, Philippe, que dans le sport, 80% du bilan carbone aujourd'hui des clubs, c'est lié au transport, au déplacement. Est-ce que ces gens, quelque part, ils ont conscience? Ils n'ont pas encore assez conscience. Et en France, particulièrement, aujourd'hui, on voit les grandes équipes italiennes, les grandes équipes espagnoles qui commencent à se déplacer en train. Il y a une équipe espagnole, je me tromperai en donnant le nom, mais qui a marqué le coup en com en faisant un gros partenariat avec la Société nationale de train pour faire tous ces déplacements en train. C'est dans l'air du temps. Mais on peut aussi décaler des matchs, par exemple en soirée, pour les mettre dans l'après-midi, pour limiter l'éclairage. Si ce n'est que ça, c'est le diffuseur qui décide. Alors il y a un enjeu de diffusion, mais comme tu disais tout à l'heure que quelque part les financeurs et les sponsors aussi allaient mettre en priorité l'écologie et la transition énergétique, peut-être que les mentalités aussi vont évoluer pour peut-être jouer l'après-midi, se déplacer en train et faire différemment. C'est en ça après que là on rentre dans des sujets où quand tu touches un élément du puzzle, tu déséquilibres tout. Parce qu'aujourd'hui, l'économie du foot, elle repose sur les droits télé. C'est monstrueux. C'est 600-700 millions par an en Ligue 1. Tu ne crois pas, Philippe, que c'est peut-être aussi, ça peut s'adapter en fonction des sports, là où la billetterie pour le rugby est un élément essentiel dans les budgets, ce qui est complètement l'inverse dans le football, par exemple. Est-ce que le football, on ne pourrait pas peut-être imaginer demain des stades sans public, avec des matchs qui seraient rediffusés quelque part? Pour vraiment faire changer les choses, il va falloir bouger en profondeur. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver vers des solutions qui peuvent paraître absurdes quand on en parle comme ça. Mais de toute façon, il va falloir faire marche arrière. C'est toujours difficile de faire marche arrière quand tu as habitué les gens à un fonctionnement. Parce que là, clairement, c'est faire marche arrière. C'est rajouter une contrainte. C'est pas juste changer de mentalité. C'est que les joueurs qui mettaient 35 minutes en jet en arrivant sur le tarmac, mais là il va falloir qu'ils aillent en train jusqu'au centre de Paris à Montparnasse et qu'ils voyagent. Donc c'est de la contrainte. Donc pour amener les gens à accepter la contrainte, il faut qu'ils y soient conduire quand même, ce changement. Puis il faut qu'ils y soient vraiment contraints. Et ça c'est pas facile. Et qu'ils acceptent aussi le changement. Et après là, quand on occulte l'erreur de com, il y a juste un petit bémol à mettre, c'est que c'est aussi pas facile pour un club comme le PSG. Aujourd'hui, je pense que la SNCF n'est pas capable de garantir la sécurité de Neymar, Mbappé et Messi quand ils arrivent gare Montparnasse et qu'ils marchent au milieu de tout le monde pour aller prendre leur train. Dans une des chartes, il y a que les sportifs en fait doivent être ambassadeurs et défendre des causes. Est-ce que tu penses justement que c'est leur rôle ? Quand on voit aujourd'hui le temps que peut prendre l'extra-sportif, tu viens de le dire aussi sur leur gestion, la sécurité, les déplacements, est-ce que tu penses qu'ils peuvent vraiment être ambassadeurs ? Est-ce que ça fait sens ? C'est un débat qu'on a souvent à la radio et moi qui me perturbe un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à attendre beaucoup de choses des sportifs. C'est-à-dire qu'on leur demande leur avis sur la situation politique, on leur demande leur avis sur les enjeux de société. Comme des artistes ou comme des... Et quand ils n'osent pas le donner... on dit qu'ils ne sont pas engagés et on leur tape dessus. Honnêtement, c'est difficile parce qu'on parle souvent de jeunes gens quand même. C'est-à-dire que, je veux dire, nous, on parle là avec un certain recul parce qu'on va avoir 40 ans. On n'est pas encore bon à jeter, mais voilà, ça fait 15 ans qu'on a monté nos boîtes, on a un peu plus de recul. Là, on parle de jeunes gens, de jeunes filles qui sont sortis des centres de formation, pour certains qui sont professionnels et qui vivent dans une bulle depuis 3 ou 4 ans, et on leur demande
de donner leur avis sur des grands enjeux de société. Je trouve ça dur. Je trouve qu'on attend beaucoup des sportifs. Après, les sportifs, ils doivent accepter le revers de la médaille. C'est-à-dire aujourd'hui que ce sont des véritables symboles. Plus tu es payé, plus tu es exposé, plus ça veut dire qu'il y a une économie autour de toi, plus ça veut dire que tes obligations sont fortes. Donc il faut juste savoir ce que tu veux et où tu mets le curseur. Mais quand tu veux être une star mondiale, et quand tu veux gagner des millions, et quand tu veux avoir un impact de dingue sur les réseaux sociaux, quand tu veux un tweet pour voir couper la tête de ton président de fédération, pour parler du jeune homme là, en face, tu sais quelles sont les contraintes. Dans cette petite boîte, il me reste... Pourquoi tu as eu envie d'écrire un livre? Ça, c'est une drôle d'aventure. D'abord, comment ça m'est venu et pourquoi j'ai eu envie d'écrire un livre, ça m'était jamais venu à l'idée. J'ai rencontré par mes activités Michel Denisot. Voilà, pour moi, c'est le summum de l'élégance, en fait, de l'humilité, de la remise en question, enfin bref. Et donc, on est resté en contact avec Michel et un jour, il m'envoie un message en me disant « Tiens, tu vas écrire un livre ». Je viens d'écrire un livre avec les éditions Le Robert et ils sont en train de se pencher sur le rugby pour la Coupe du Monde. Et je trouve que ce serait intéressant que ce soit toi qui travailles avec eux. J'ai dit, écoute, allons-y. Moi, je pars du principe que voilà, ce genre d'opportunité, c'est pas de la prétention. Je me suis pas du tout dit, c'est bon, ça va être tranquille. Non, mais tu as saisi l'opportunité. Je savais que c'était un nouveau challenge. Et je me suis dit, voilà, est-ce que je vais être à la hauteur ou pas? Et moi, j'ai voulu en faire une aventure collective, du coup. Et donc, c'est un très joli projet parce qu'en fait, c'est sur les mots et expressions du rugby. Et d'abord, je le savais, mais je me suis rendu compte en travaillant dessus à quel point le rugby a des mots forts quand même. Des valeurs. Transmission, partage, le combat, la possession, la dépossession. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que je suis allé chercher des personnalités, certains qui sont des vrais amis et d'autres pas, qui sont des gens que j'ai côtoyés et que j'aime beaucoup. Et ce qui m'a touché, c'est que quand je leur ai demandé spontanément de venir participer et de choisir un mot et d'écrire avec moi, d'abord j'ai senti qu'ils étaient heureux de le faire. Ça m'a touché. Et donc, ça s'est fait dans une super bonne dynamique. Ouais. Et donc, il y a des très jolis mots. Il y a Thierry Dussautoir, l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui écrit sur le mot capitaine. Tu essaies de rassembler, en fait. Okay. Il y a Daniel Herrero qui écrit sur l'équipe. Et ce livre sort quand ? Il sort en pré-vente le 7 juillet. On a hâte de le lire, Philippe. Et je te remercie sincèrement pour ta participation à l'émission. Avec plaisir. Et merci beaucoup d'être venu.